Bon, j'ai remarqué que ça vous plaisait, hein, les threads d'horreur. J'ai remarqué. Et en vrai ça me fait plaisir parce que moi aussi j'adore faire ce genre de truc. En fait je pensais pas du tout faire ça de base. De base ma chaîne YouTube je l'ai créée en fait pour mettre en ligne les best-of de mes games sur Twitch. Et d'ailleurs c'est comme ça que j'ai commencé avec ma série sur Dead by Daylight. Et de base je pensais pas du tout, mais pas du tout faire de thread horror ou de facecam comme ça vraiment que moi. Je pensais toujours au moins avoir un jeu ou ce genre de choses. Mais les thread horror en fait, je me suis dit j'adore tout ce qui est horreur. D'ailleurs voilà il y a que ce genre de choses dans ma chambre. J'adore ça en fait. Et ça me fait plaisir en fait que les gens ils aiment bien voir ce genre de choses parce que du coup, parce que moi en plus d'aimer les raconter, je sais qu'il y a des gens qui regardent et qui like et tout ça. Et ça me fait plaisir de savoir que des gens apprécient le même genre d'histoire que moi et du coup ça me motive encore plus pour en raconter, d'en chercher d'autres et ça c'est cool. Bon bref, passons aux choses sérieuses. Une que j'adore parce qu'elle est extrêmement bien écrite et c'est vraiment ce genre de choses que j'ai pas du tout envie qu'il m'arrive. Autant les autres, bon tu te dis ça va, c'est pas, t'es jamais vraiment tout seul, ça passe. Mais alors la deuxième. Bref, fini de blablater, j'envoie mon intro et on passe aux choses sérieuses. Alors, première histoire, ça s'appelle Creepy Guy at the Gym. ou plutôt en français, l'homme qui fait peur à la salle de sport. C'est l'histoire de Dylan qui est étudiant à l'université. Il vit avec ses parents comme chaque ado normal finalement. Sauf que Dylan il a un truc en plus, c'est qu'il est diplômé coach sportif en tant que personal trainer. Il dit qu'il adore ça et qu'en plus de ça, ça l'aide à financer ses études. Il précise que là où il habite, la salle de sport où il travaille ce n'est pas la seule. Il y en a 3 en tout dans la ville. Donc c'est fréquent que les clients changent de salle de temps en temps pour les tester ou pour avoir de nouvelles machines. Dylan finit les cours à 18h, donc il est à la salle de sport de 18h30 à 21h30, le temps de rentrer, tout ça, toi-même tu sais. Bon, maintenant qu'on a le contexte global, on va se pencher sur l'élément perturbateur. Évidemment, il y en a un, sinon ce serait pas un thread d'horreur. Donc après les cours, Dylan va en salle de sport comme d'habitude, donc à 18h30. Et là il raconte qu'à partir de 21h, un homme baraqué avec une démarche arrogante entre pour un cours spécial qu'il n'avait jamais vu, il n'était jamais venu dans cette salle en tout cas, les autres on sait pas. Enfin voilà, Dylan n'y fait pas plus attention, et là le secrétariat va voir Dylan, tout simplement pour lui dire qu'ils l'ont placé avec lui pour l'entraîner. Alors Dylan il est content, il a un nouveau client qui va pouvoir aider. Et surtout, ça va lui faire de la thune. Mais Dylan il dit qu'il y a un truc bizarre, c'est que quand même le gars est sacrément baraqué et il comprend pas pourquoi il a besoin d'un coach personnel. Il dit qu'il est sûr qu'en fait le gars a un bon niveau, qu'il s'entraîne déjà, mais bon, lui ça lui fait de l'argent, il va pas se plaindre, pourquoi pas. Il se pose pas plus de questions que ça. Alors il commence l'entraînement, tout va bien, tout se passe bien. Sauf que Dylan raconte que ce gars, qu'on va appeler George pour le coup, il n'y a pas de raison évidente pour George, c'est juste que je trouve ça drôle et puis je trouve ça lui va bien. Donc il dit que George n'arrête pas de lui poser des questions hyper intrusives et hyper personnelles. Par exemple, il lui demande tu vis où ? Est-ce qu'il est célibataire ? Il lui a même demandé la pointure de ses pieds. C'est pour dire à quel point il est dérangé. Et il lui a posé ce genre de questions pendant 1 heure. c'est-à-dire finalement toute la séance quoi. Alors Dylan il prend ça pas trop au sérieux, il essaye de faire un peu d'humour en disant que c'est pas en connaissant la pointure de sa taille qu'il allait faire grossir ses muscles, ça c'est évident. Bref, après l'entraînement, George regarde Dylan dans les yeux et lui demande son numéro. Ce qui est un peu bizarre, mais pourquoi pas, après tout c'est de la drague. Le truc creepy n'est pas encore là, vous inquiétez pas, il arrive. Dylan pour se défendre quand même, pour pas trop le vexer, il lui raconte qu'il est en couple et qu'il est même fiancé, donc voilà. Il dit que c'est vrai, hein. D'ailleurs c'est pas du tout une excuse, il est vraiment fiancé. Là, George il commence à sortir une phrase un petit peu macho, mais bon, pourquoi pas. Il lui dit Tu en es sûr ? Je n'ai pas l'habitude qu'on me dise non en général. alors Dylan, il trouve ça encore un peu bizarre, mais bon, il insiste en disant que lui, s'il vient en salle de sport, c'est pas pour de la drague, c'est pour travailler, gagner de l'argent et aider les autres à améliorer ses objectifs, quoi. Et c'est là que la chose creepy commence à arriver. George fait un truc très bizarre qui met Dylan dans l'embarras et le malaise le plus total. Il commence à lui mettre la main sur sa joue, lui sourit et lui dit T'inquiète, quand j'apporterai mon arme, je t'assure que tu changeras d'avis. Puis il sort de la salle de gym sans se retourner. Dylan, le connaissant pas, il ne sait pas de quoi il est capable. Du coup, il reste planté là, blanc comme un cul, et il comprend pas trop ce qui vient de lui arriver. En même temps, c'est normal, moi il m'arrive un truc comme ça, les gars, bon, je saurais même pas comment réagir en fait. Alors ce qu'il va faire, c'est que pendant 1 mois, en fait, il va demander à un collègue qui travaille avec lui à la salle de sport de l'accompagner à chaque fois qu'il rentre de la salle de sport ou à chaque fois qu'il y va pour être sûr de pas recroiser ce gars ou que si jamais il le recroise, il soit pas tout seul quoi, dans le pire des cas. Après 1 mois, Dylan dit qu'il a plus de nouvelles de George, de ce gars. Alors il a continué ses séances tranquilles et en essayant de pas
trop pensé à un jour recroiser ce gars, mais il s'est dit qu'après un mois, généralement le mec était juste devenu fou pendant une journée, il avait dragué ou quoi, et puis il avait laissé tomber quoi. Il était peut-être même sorti de la ville, qui sait. Sauf qu'au bout de 2 mois, George a des nouvelles concernant ce gars. Un soir, en sortant de la salle, il apprit que des collègues de l'autre salle de sport, parce qu'il y en avait 3 dans la ville, souvenez-vous, que ce George avait été mis en garde à vue et que la police a fouillé chez lui ainsi que dans son téléphone. En effet, suite à l'agression d'un coach mais d'une autre salle de sport, il a été mis en garde à vue. Les policiers sont alors venus voir Dylan pour lui poser plusieurs questions et lui montrer des photos. Et là, Dylan découvre que dans le téléphone de George, il y avait le numéro de sa plaque d'immatriculation. Oui, George avait pris en photo la plaque d'immatriculation de Dylan, mais il est fou! Bon, comme j'ai dit, George a été arrêté et Dylan n'a plus jamais eu de nouvelles de ce jour. Il sait juste pas du tout ce qu'il avait l'intention de faire, il sait pas s'il avait l'intention de faire quelque chose ou s'il avait laissé tomber et qu'il s'était mis sur quelqu'un d'autre, on le saura jamais probablement. Et voilà. Tout ce qu'il nous dit, c'est que maintenant, à chaque fois qu'il va se coucher le soir, en fait, il repense à ce gars et à quel point il a eu de la chance, en fait, et à quel point ça aurait pu dégénérer, à quel point il avait pas beaucoup de chance face à un gaillard comme lui. Enfin, il était vraiment grand et baraque apparemment. Non. Voilà. En tout cas, c'était l'histoire de Dylan. Maintenant, la deuxième histoire. Maintenant, deuxième histoire, l'histoire de Sam. Sam précise que cette histoire a eu lieu environ il y a 3 ans en Floride quand il était à l'université, plus particulièrement dans une ville historique de taille moyenne dont il ne veut pas citer le nom. Il vivait dans un duplex au centre-ville, peut-être à 3 pâtés de maison du campus, de là où il allait évidemment pour travailler. Il précise que la ville de base est connue pour être une ville assez sûre et il a vécu dans un quartier assez décent avec des grandes maisons historiques près de chez lui. Il précise que dans le duplex dans lequel il vivait, il y avait une porte d'entrée qui était verrouillée, puis les unités à l'étage et au rez-de-chaussée avaient leur propre porte verrouillable. Quand je parle d'unités, je parle des gens qui habitent dans le même appartement que lui. Il nous dit donc que lui, il habitait en bas, et il précise qu'il avait 2 colocataires, mais cette nuit-là, un seul de ses colocataires était ici, et que son autre coloc, il devait profiter de sa famille chez lui. Finalement, c'était un peu comme une résidence étudiante. Il insiste sur le fait que c'était des filles qui vivaient à l'étage, mais qu'il leur parlait pas vraiment, à part quand ils se croisaient dans les ascenseurs ou quand ils se croisaient seulement dans les couloirs finalement. Il explique en fait que quand elles ont emménagé ici, ils ont souligné à quel point il était important pour eux qu'ils gardent la porte d'entrée principale verrouillée. Et il dit que jusque là ils ont jamais eu de problème et elles ont toujours verrouillé la porte. Donc tant mieux. Voilà, un soir il explique que lui et son coloc justement passent la nuit à fumer des joints. Bon, pourquoi pas, c'est des jeunes après tout. Et ils sont assez rassurés parce qu'ils savent qu'ils peuvent faire confiance aux filles et que la porte est bien verrouillée. Et que du coup ils ne risquent rien s'ils sont déchirés ou même très très high. Mais là ils entendent quelqu'un frapper à la porte principale. Ils se disent donc que c'est les filles qui ont commandé une pizza, rien de bien grave, une pizza ou un McDo d'ailleurs. Donc ils n'ont pas d'inquiétude, ils vont se coucher après avoir fumé un bon gros joint, et il explique que comme il avait la chance d'avoir un lit double, il se mettait souvent avec son téléphone et son ordi dans son lit avant d'aller se coucher. Et même que ça lui arrivait parfois de dormir avec parce qu'il s'endormait devant une série ou ce genre de truc. Quelques heures après s'être endormi, Sam se réveille et il aperçoit une silhouette juste au-dessus de lui. Un homme, à ce qui paraît, qui se tient debout juste au-dessus de son lit. Alors au début, il sait pas trop s'il rêve, mais il se rend vite compte qu'en fait il n'est pas du tout en train de rêver et que c'est la réalité. Alors c'est hyper flippant pour lui. Il remarque que du coup, il faisait un peu comme chez lui, il commence à déplacer son téléphone qui normalement était dans son lit, comme je vous le disais tout à l'heure, vu qu'il dort avec son téléphone et son ordinateur portable. L'inconnu commence à déplacer son téléphone et son ordinateur portable. Puis il commence à bouger la couette, comme s'il voulait vraiment s'installer en fait dans le lit. Mais qu'est-ce qu'il fait là en fait? Alors Sam il commence à essayer de se réveiller et à comprendre ce qui se passe. Et sans être trop agressif, d'ailleurs je sais pas comment il a fait, il commence à lui demander qui il est en fait, parce que qu'est-ce qu'il fait là, enfin... Mais ce qui est difficile pour notre cher ami Sam, c'est qu'il avait fumé un joint la veille, souvenez-vous, et qu'il n'était pas totalement sobre, il était encore un peu défoncé quoi. Et là, cet étranger va dire une seule chose à notre ami Sam, il va lui dire « J'essaye juste de me coucher. » Bon, écoute, vas-y, viens à côté, passe ta plus belle nuit, écoute, hein. Bon, là, Sam, il nous dit qu'il commence à paniquer à ce moment-là, ce qui est logique, forcément, on va pas se mentir. Il dit qu'il espérait simplement qu'en fait, ce soit son coloc qui ait invité un gars, par exemple, sur Tinder ou quoi, ou que c'était ce genre de choses, en fait, et que c'était pas vraiment quelqu'un qui était rentré pour avoir de mauvaises intentions ou ce genre de choses, quoi. Et du coup, qu'il était juste allé dans la mauvaise pièce et qu'il a confondu notre ami Sam avec son coloc. Dylan, il précise que malgré le fait qu'il soit stressé, il l'est pas trop parce qu'il a des moyens de se défendre. Il dit qu'il a sur lui un spray au poivre et un pistolet
pistolet paralysant au cas où quelque chose se passe de mal. Le problème c'est que ces deux objets, Sam il se rend compte qu'en fait il les avait laissés sur une étagère qui sont juste au-dessus de là où finalement cet inconnu s'est couché. Donc il était impossible pour lui d'aller les récupérer sans réveiller l'inconnu ou sans que l'inconnu s'en rende compte finalement. Et ça c'est la merde. Alors là, perdu pour perdu, Sam il dit qu'il essaye de lui faire peur en fait pour qu'il se barre le gars en fait. Il a pas du tout envie d'un inconnu dans son lit, c'est logique. Alors il lui dit très clairement: Il y a 5 personnes qui vivent dans cette maison, et si vous ne sortez pas maintenant, je vais crier, et elles seront toutes là dans quelques secondes. Et heureusement, c'était tout ce qu'il fallait pour lui faire peur. Il dit qu'il sait pas trop s'il avait apporté quelque chose avec lui, ou au contraire si du coup en partant il lui avait volé un objet, mais qu'il l'a vu attraper quelque chose dans le noir et qu'il l'a vu courir en dehors de sa chambre. Dès qu'il a quitté sa chambre, forcément, Sam a fermé la porte avec lui. Et il a ensuite essayé de trouver son téléphone pour prévenir ses potes, ou même la police, que quelqu'un était rentré chez lui quoi. Malheureusement, vous vous doutez qu'il ne l'a pas trouvé. Mais là il réalise justement que son colocataire, qui lui était juste à côté, va peut-être aussi avoir la compagnie de ce gars qui était pas censé être là finalement, donc il s'inquiète. Alors là il décide de s'équiper de son pistolet paralysant, d'un petit couteau de poche, il a compté jusqu'à 3 et là il est sorti dans la chambre de son coloc. Il raconte que ce coloc il dormait profondément, il n'avait pas du tout réalisé qu'en fait il y avait quelqu'un dans la maison, donc probablement que cet inconnu n'était pas venu le voir dans sa chambre. Ou alors il était encore déchiré du pet d'hier, je sais pas. À son réveil, Sam lui a alors raconté ce qui s'était passé, et d'ailleurs il lui demande s'il était sûr de pas avoir rêvé, parce que aussi avec le joint qu'ils ont fumé la veille. Et là Sam il commence à se poser une question, il se demande vraiment s'il n'était pas en train de rêver justement. Sauf que là quand ils sortent, il voit qu'effectivement la porte d'entrée était grande ouverte, et souvenez-vous, normalement c'était toujours verrouillé. Ils ont dit qu'ils avaient jamais eu de problème avec les filles pour verrouiller cette porte, et eux ils l'ont toujours fait. C'était vraiment une manie chez eux de fermer cette porte, ils voulaient vraiment être en sécurité. Mais là, évidemment, elle était grande ouverte. Sam décide alors de retourner dans sa chambre et d'essayer de rechercher son téléphone, et évidemment là il le retrouve, il était caché sous une pile de vêtements. Si t'es étudiant, tu sais comment ça se passe, les petits vêtements sur la chaise, hop là, et le téléphone était en dessous. Bon, le truc, souvenez-vous, c'est que Sam, il dormait avec son téléphone, il l'avait pas posé sous cette pile de vêtements. Alors il se dit qu'en fait, cet inconnu qui était là, quand il a déplacé son téléphone, il a peut-être voulu le cacher en fait. Et ça a pas du tout aidé Sam dans ses soupçons en fait sur les intentions qu'avait ce gars vis-à-vis de lui quoi. De plus, on sait pas s'il est encore là actuellement dans la maison, alors pour être sûr, ils s'enferment tous les deux dans une pièce avec le téléphone de Sam et ils ont appelé le 911. En quelques minutes, ils expliquent qu'il y avait déjà les voitures de police et qu'ils envahissaient carrément leur rue, leur cour, et ils leur ont crié de courir en fait en dehors de leur résidence. Ils précisent qu'au moins une douzaine de policiers sont venus en courant et ont fouillé chaque centimètre carré de leur appartement. Ils ont même réveillé les filles à l'étage et ont fouillé leur appartement pour s'assurer que l'homme était bien parti et qu'il n'était pas justement caché par exemple à l'étage. Une fois fouillé, effectivement il était parti, ils n'ont rien trouvé, mais les agents ont demandé ensuite à Sam de rédiger une déclaration et en fait de donner un portrait robot aux policiers pour qu'ils puissent avoir une vision à peu près globale en fait de la personne qu'il a vue. Malheureusement il explique qu'à ce jour il n'a jamais entendu parler de cette histoire, il n'a jamais plus entendu parler de cette affaire et que probablement cet inconnu est toujours dans la nature et que probablement il va visiter encore d'autres gens, ou alors il était aussi défoncé que Sam et son coloc et puis du coup il savait même pas qu'il a fait ça, enfin bref, on saura jamais. Il dit que par contre c'est vraiment quelque chose qui l'a vraiment terrifié et que encore une fois ça, il y repense toujours bien que c'était il y a 3 ans. À mon avis quand tu vis ce genre de choses, tu t'en remets pas quoi. Ou alors tu t'en remets mais pas au bout de 3 ans, tu mets du temps. Imaginez genre se réveiller, il y a quelqu'un là qui n'a rien à faire ici, tu pensais que la porte était verrouillée. Et il est juste là devant ton lit, il se met à côté de toi alors que tu vis seul, enfin c'est verrouillé normalement, les gens ils viennent pas comme ça. Et le pire dans tout ça c'est qu'il savait pas s'il était juste déchiré ou s'il avait vraiment de mauvaises intentions envers Sam en fait, on saura pas et il saura jamais et je pense que c'est ça qui l'empêche de tourner la page comme il faut en fait. Et c'est normal d'ailleurs, enfin, moi je serais pareil dans son état. Enfin bon, deuxième histoire terminée et maintenant c'est parti pour la troisième histoire. Troisième histoire, l'histoire de Lucie. Lucie nous dit pas trop où elle habite, elle nous dit juste qu'elle est barman dans un club de striptease et que du coup leur uniforme, vous doutez, c'était pas trop doudoune et ce genre de choses. C'était plutôt style robe noire, très courte avec un soutien-gorge noir, bref, voilà. Elle dit que étant donné l'uniforme qu'elle porte pour ce job, elle fait de son mieux pour éviter de sortir en public le maximum dans cette tenue, ce qui est logique, je la comprends. Elle dit qu'elle a pas le temps de sortir et puis d'avoir des gars qui lui sortent des commentaires pervers, ce genre de choses, bref. Elle dit qu'avant cette crise sanitaire qui est le
Covid-19, toi-même tu sais. Elle venait de quitter le travail et il était environ 2h30 du matin et a décidé de courir au Walmart, qui est un magasin, je pense, aux États-Unis, un peu comme le Carrefour vers chez nous, ou Migros, ce genre de choses, pour prendre de la nourriture pour son chien. Car oui, je suppose qu'elle a un chien du coup. Ainsi que d'autres articles ménagers dont elle avait besoin, en pensant justement qu'il y avait personne à 2h du matin dans un Walmart. À part, je suppose, le personnel qui est un peu obligé d'être là. Bon. Elle dit qu'elle a quand même pris sa veste pour éviter d'être dans cette tenue devant le personnel. En entrant dans le Walmart, elle dit qu'elle va directement au coin animalier en fait. Et là, elle croise un gars qui est en train de remplir les étagères. Elle dit qu'elle n'y a pas forcément fait attention, elle a juste fait un signe de la main, lui dire bonjour et a souri. Elle cherchait juste la nourriture pour son chien et puis voilà, elle voulait partir. Sauf que là, le gars, il commence à voir qu'elle galère un peu à trouver ce qu'elle cherche et là, il lui demande son aide du coup. Elle répond que non, elle a trouvé. Elle prend évidemment du coup le sachet pour son chien. C'était une boîte de croquettes, si ça vous intéresse. Alors elle l'a remercié et elle s'est dirigée vers la section épicerie. Une fois à l'épicerie, elle voit que ce gars est revenu vers elle, mais cette fois avec quelqu'un d'autre. Ils étaient deux du coup. Alors du coup, elle essaie de vite prendre sa pizza et elle part dans la direction opposée en fait de là où ils étaient en train de la regarder. Mais le gars ne comprend pas et lui redemande si elle a besoin d'aide. Là, Lucy, elle lui dit non, mais il l'a encore remercié et elle a souri. Elle est encore très gentille, mais je pense qu'elle veut pas essayer de choper de problème et elle veut juste partir et rentrer chez elle tranquillement. Alors elle passe à la caisse, elle paye et tout va bien, elle sort. Et une fois être sortie, après avoir fait 10 pas, elle entend la porte derrière elle s'ouvrir et là elle sait qu'il y a quelqu'un qui la suit. Elle dit qu'elle s'est rapidement du coup dirigée vers sa voiture. Elle a jeté ses achats côté passager, sauté à l'intérieur de sa voiture et verrouillé les portes. Elle dit que même s'il lui voulait pas grand chose, elle avait juste pas envie qu'il vienne lui parler, elle avait peur en fait par rapport aux deux personnes qui étaient dans le magasin qui la regardaient bizarrement. Elle dit qu'ensuite elle a regardé dans son rétroviseur et elle s'est sentie stupide après avoir réalisé qu'en fait ce gars était juste allé dans sa propre voiture et n'était même pas garé près d'elle. Bref, ça arrive d'être parano, surtout après ce qu'elle a vécu à l'intérieur et dans l'état dans lequel elle était. Elle dit qu'en rentrant chez elle, elle était à peu près à mi-chemin de sa maison quand elle a remarqué qu'en fait derrière elle, dans son rétroviseur, il y avait une voiture noire qui prenait exactement les mêmes virages qu'elle. Elle précise qu'en fait elle vit dans une région rurale et que même s'il est possible qu'il habite à proximité, il y a peu de gens qui empruntent exactement ces mêmes routes parce que c'est des petits raccourcis qu'elle connaît et elle dit c'est pas possible qu'ils connaissent exactement les mêmes, forcément c'est bizarre. Elle dit que pour en être sûre en fait, elle prend un chemin où il y a une impasse, c'est un cul-de-sac et du coup elle sait que s'il passait ici aussi, là elle regarde dans son rétroviseur et effectivement ce gars tourne exactement au même endroit. Là elle sait qu'il la suit. Une fois arrivée au bout du cul-de-sac, elle fait un rapide virage à 3 points et revient sur la route et là il est toujours derrière elle, il fait aussi demi-tour et continue de la suivre. Là c'est définitif, il la suit. Elle dit que du coup sur le retour elle a appelé son petit ami et lui a raconté ce qu'il est en train de se passer en fait et qu'elle avait pas du tout envie de rentrer chez elle tout de suite sachant qu'il y avait quelqu'un qui la suive pour pas que cette personne connaisse son adresse, leur adresse en fait. Alors elle demande à son petit ami de se rejoindre directement au Walmart, là où en fait elle était allée acheter ses trucs au début. Et là Lucie elle fait un truc assez intelligent, elle commence à griller les feux, dépasser les limitations de vitesse, ce genre de truc en espérant que peut-être un flic passait par là et les arrêterait et du coup elle se sentirait protégée d'avoir un policier à ses côtés sachant qu'elle se fait suivre en voiture. Malheureusement pour l'instant toujours pas de policier. Et elle raconte que le gars dans la voiture noire en fait est toujours derrière elle et continue de la suivre. Une fois arrivée sur le parking du Walmart, elle se gare et elle coupe le moteur. Et là la voiture noire elle va faire un truc un peu dérangeant, c'est qu'elle va se garer en face de la voiture de Lucie. Et là enfin 15 secondes plus tard, elle voit le camion de son petit ami arriver sur le parking et se garer à côté d'elle. Sauf qu'elle raconte que c'était des 15 secondes les plus longues de sa vie, elle avait peur que le gars en noir sorte de sa voiture, lui fasse quelque chose ou quoi, et elle savait pas trop ce qu'il voulait. Bref, une fois son petit ami arrivé, il sort de sa voiture, il va lui demander si tout va bien, et là Lucie en fait d'un geste, elle montre le véhicule juste devant pour lui expliquer qu'en fait c'était lui la personne qui la suit depuis tout à l'heure. Elle dit que son petit ami c'est un homme grand et elle a totalement confiance dans le fait qu'en fait il fasse peur à ce gars-là et que ce gars-là s'en aille. Là son petit ami il commence à sortir du camion et commence à se diriger vers la voiture et lui crie « Vous avez besoin de parler » ou quelque chose comme ça. Et là, à peine sa phrase finie, le véhicule démarre et s'en va à toute allure. Elle dit qu'elle n'a jamais entendu parler de ce gars, elle l'a jamais revu, personne ne s'est jamais replaint d'une voiture noire qui suivait. Et en fait, elle dit qu'elle sait même pas si c'était l'homme qui était chez Walmart, qui était avec le stocker justement de nourriture. Mais elle raconte qu'en fait, elle a arrêté du coup de sortir toute seule après 2h30. Bon, voilà, j'espère que ces 3 petites histoires vous aura plu. C'était pas du tout
tout comme l'histoire que j'avais fait la semaine dernière sur l'esprit de Dead by Daylight, c'était plus une légende urbaine ça. Ça c'est vraiment des choses qui sont arrivées à des vraies personnes et je me suis dit que ça pouvait donner un côté un peu plus effrayant de savoir qu'en fait c'était des histoires vraies qui étaient vraiment arrivées. Et c'est vrai que quand on y pense en fait, on n'est jamais à l'abri de tomber sur ce genre de personnes qui sont dérangeantes en fait. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, tout autant que le thread d'horreur de la dernière fois. Si ça vous a plu, je continuerai à en faire, j'essaierai de refouiller un peu sur des blogs ou ce genre de choses, des gens qui expliquent leur expérience. Je peux parler de paranormal même parfois, je pourrais parler de plein d'autres choses. Bref, je regarderai, il y a plein de possibilités de prochaines vidéos et du coup moi j'attends que ça, de pouvoir vous en faire profiter. En tout cas merci d'avoir regardé et puis bah à bientôt.